Bonjour, je suis Michel Saint-Pierre. Bonjour, je suis Guy de Bailleul. Nous sommes coprésidents de l'Institut Jean Garon. 40 ans après l'adoption de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'Institut Jean Garon a trouvé important de jeter un regard sur l'avenir. Notre comité scientifique a identifié un certain nombre de personnes qui, par leur expérience ou par leur réflexion, illustrent un ou plusieurs des enjeux associés à la mise en œuvre de cette loi. C'est ce que vous pourrez voir dans cette autre entrevue de la commission Saint-Pierre de Bailleul. Bon visionnement. Bonjour Madame Proulx. Dans le cadre des entretiens que nous réalisons à propos du 40e anniversaire de la loi de protection du territoire agricole, nous avons souhaité vous rencontrer parce que vous avez eu l'occasion maintes reprises de vous exprimer sur les problématiques associées à la protection du territoire agricole. Mais auparavant, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre cheminement. Merci de l'invitation, je suis honorée. Mon cheminement, en fait, je vous dirais qu'il est multiple. Toute ma vie, j'ai été à la fois enseignante et journaliste et j'ai toujours aimé m'instruire, donc je me suis instruite dans beaucoup de sujets d'intérêt. J'ai de la formation en commerce international et environnement et j'ai fait une maîtrise en sociologie de l'environnement en m'intéressant au début de ce qu'on appelait à l'époque les crises d'acceptabilité sociale, de cohabitation sociale dans le secteur des porcheries, ça au début des années 2000. J'ai beaucoup étudié le phénomène. Maintenant, je suis également enseignante du côté de l'Institut des sciences de l'environnement, où j'enseigne depuis presque 10 ans maintenant les enjeux de l'agriculture et de l'environnement. Alors précisément, à propos de l'agriculture, comme vous le savez, on a célébré il n'y a pas si longtemps les 40 ans de la loi de protection du territoire agricole. Et on s'interroge aujourd'hui sur les impacts et les défis. Du point de vue de la question de l'étalement urbain, quel est votre avis là-dessus sur la réelle portée de cette loi? En fait, la loi de protection du territoire agricole du Québec, quand elle est arrivée en 1978, elle était plus que nécessaire. En fait, elle était même en retard sur toutes les transformations de l'aménagement du territoire en milieu rural tel qu'on le voyait. Donc, en 1978, cette loi-là, elle a stoppé une espèce d'anarchie d'aménagement du territoire en périphérie principalement des centres urbains, des grands centres urbains. Qui était, on se rappelle à ce moment-là aussi, là, déjà la montée des banlieues, donc il y avait énormément de demandes. Il y avait aussi toute une volonté de vouloir d'abord se garder un pied dans le milieu rural, mais aussi avoir un pied dans le milieu urbain. Donc, à ce niveau-là, la loi, elle a été nécessaire en 1978. Cependant, elle a failli, à mon avis, à véritablement protéger le territoire agricole sur les 40 ans qui ont suivi, parce que plus que jamais, on a vu de l'étalement urbain. Alors oui, on a zoné des sections vertes, les meilleures terres qu'on disait, on a donné des classes aux terres, on a zoné des sections qui étaient donc impossible de pouvoir faire autre chose que de l'agriculture, mais on a aussi zoné des zones très proches de milieux urbanisés, des villages, des petites villes, zones blanches, où là, l'expansion s'est poursuivie. Et c'était pourtant des terres qui auraient dû être préservées dans beaucoup de cas. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que l'étalement urbain s'est poursuivi de façon véritablement systématique. Et pourquoi est-ce qu'on construisait des villages dans des secteurs? Parce que c'était des secteurs qui avaient de l'eau, qui étaient fertiles. Donc, on a perdu automatiquement, dans des périphéries de ces zones urbaines-là, les meilleures terres à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que ça, c'est un côté très négatif de la loi. Dans les côtés positifs, je vous l'ai dit tantôt, elle a donné une discipline au niveau de l'aménagement du territoire qui était essentielle, mais à la fois, sous la pression du milieu des élus, de différentes sortes, la pression des promoteurs, parce que la pression des propriétaires terriens, parce que ce n'est pas parce qu'une terre avait été subitement
protégée par la loi de protection du territoire agricole, qu'elle retournait à l'agriculture. Il y avait beaucoup de gens qui avaient investi justement dans l'esprit de pouvoir en faire du développement et qui se retrouvaient avec des terres qui ont mis de la pression également pour pouvoir poursuivre l'étalement urbain. Donc, je pense que dans le côté négatif, c'est que toute cette pression-là au niveau de l'aménagement du territoire s'est poursuivie et il y a eu continuellement du développement. Et aujourd'hui, on a des plans d'aménagement métropolitain, que ce soit à Montréal ou à Québec, qui continuent à vouloir s'accaparer du territoire qui devrait être préservé justement plus que jamais en prévision de tout ce qui s'en vient au niveau de la nature. Donc l'étalement est, selon vous, une problématique toujours importante. Absolument. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que pour certaines municipalités, le regard qu'elles portent sur le territoire agricole qui peut être protégé à l'intérieur de leurs limites suscite aussi d'autres types d'intérêts maintenant en tant que territoire agricole? Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Qu'on veut faire autre chose que de l'agriculture? Non, que certaines municipalités considèrent que ce territoire agricole est une valeur pour elles-mêmes. Oui, mais je pense qu'à ce moment-là, il va falloir que la loi puisse être revisitée. C'est une loi qui a quand même 40 ans maintenant. Je pense qu'il y a 40 ans, quand on l'a construite avec la mentalité de l'époque, la culture politique de l'époque. En 40 ans maintenant, là, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et qui sont nécessaires. Et je pense que les municipalités, ce qu'elles demandent bien souvent, c'est celles qui veulent préserver le territoire agricole, c'est de pouvoir avoir une certaine souplesse pour amener une multidisciplinarité agricole. Qu'on puisse y faire plus d'agrotourisme, qu'on puisse y faire plus de diversité en petites sections en culture, qu'on puisse y faire aussi... il y a beaucoup de petits propriétaires agricoles qui ne peuvent plus faire de table champêtre. Alors, ramener ça, je pense que ça, quelque part, c'est des éléments positifs pour revitaliser des territoires, parce qu'il n'y a pas juste autour des périphéries, des grands centres, là. Il y a tout ailleurs au Québec, je pense qu'aussi, c'est important de revoir comment est-ce qu'on peut redynamiser avec l'agriculture, une agriculture diversifiée, plus agroécologique, parce que la demande est là, le territoire qui possède, là. Oui, et en même temps, dans ce territoire agricole actuellement protégé, on se rend compte qu'une partie importante n'est pas mise en valeur. C'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait contribuer à améliorer cette valorisation, cette mise en valeur du territoire agricole, selon vous? Oui. Mais il faut se poser la question, pourquoi c'est pas mis en valeur? OK? Est-ce que c'est parce que ça appartient à des gens qui veulent en faire de la spéculation immobilière éventuellement, d'une part. Ou est-ce que c'est parce que le type d'agriculture qui a cours dans cette région-là est tellement uniforme que vouloir faire d'autres choses, la mise en marché serait tellement complexe et difficile que ça décourage ceux qui voudraient le faire. Est-ce que c'est parce que le territoire disponible est dans trop grande superficie, il faudrait le morceler, alors qu'on sait que la loi ne permet pas ça facilement? Il faut être très persévérant pour faire morceler du territoire. Puis il faut aussi être capable de pouvoir faire la démonstration que c'est vraiment l'agriculture qu'on veut faire. Alors, il y a toutes ces raisons-là. Mais je vous dirais, si je prends le point de vue des amants de la nature, une terre en friche, c'est une terre qui est un bienfait pour le type d'agriculture industrielle qui peut se faire autour. Parce que c'est un bassin de biodiversité. C'est un bassin pour les oiseaux qui sont essentiels, les oiseaux champêtres. On sait que les oiseaux champêtres sont en décroissance extraordinaire. Une terre en friche est une terre où il peut y avoir de la nidification, qui attire les insectes, qui amène des fleurs. Donc, si on regarde sur le point de vue écologique, défendu par des amants de la nature, une terre en friche, c'est pas si négatif que ça. Mais c'est sûr que si on le regarde sur le point de vue uniquement économique, une terre en friche, c'est une terre qui perd de sa valeur. Mais si on regarde ça globalement, peut-être que dans certaines régions, il faudrait conserver des terres en friche pour compenser la perte de biodiversité que l'agriculture intensive amène actuellement.
Et par ailleurs, on sait que la question du modèle agricole qui prévaut actuellement est un des thèmes qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ce type de protection du territoire agricole et le modèle qui s'est installé? Bien, je pense que le modèle s'est installé parce que, pour différentes raisons, encore une fois, c'est jamais une seule raison, c'est tout le temps multiples raisons. Je pense que le Québec a voulu et veut participer à un mode de développement tel qu'il le vit en Amérique du Nord. On est une entité, on est un État, on est une société qui se distingue par rapport au Canada et aux États-Unis, mais quand il s'agit du point de vue économique, on veut suivre la parade. Hein? Alors, c'est évident qu'on a suivi ça. Puis aussi, c'est que les États-Unis, qui sont les plus grands producteurs agricoles, ou presque, si on calcule l'entité de l'Union européenne à part, là. Mais en Amérique du Nord, c'est vraiment les États-Unis qui mènent la marche. Bien, c'est eux qui sont les fournisseurs. Alors, on peut difficilement dire, ben moi, je vais faire différemment, sans avoir une volonté, une vision. Et je pense que cette vision-là, quelque part, on ne l'a pas nécessairement eue. On a d'abord voulu participer. Et tous les types de gouvernements qu'on a eus, qu'ils soient québécois ou canadiens, qu'ils soient de toutes les allégeances politiques, ont cru que c'était par la mondialisation, les exportations, qu'on pouvait le plus possible développer notre qualité de territoire, enrichir notre territoire, faire vivre notre territoire. Aujourd'hui, après 25 ans de tout ce monde-là, hein, ça s'est accentué à partir des années 1995, des milieu des années 1990, on constate, après 25 ans, on a suffisamment d'années pour constater qu'on a échappé beaucoup de choses et que, ben oui, ça permet d'enrichir certaines catégories de production, mais au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau du vivre ensemble, au niveau de la santé publique, au niveau de la cohésion sociale, on a des failles. Puis il faut vraiment maintenant travailler ces aspects-là. Parce que l'agriculture, ce n'est pas qu'un volet économique. L'agriculture, c'est un volet de contact avec la nature. On vit avec la nature. L'agriculture, c'est la nature. On utilise la nature. La nature, c'est notre partenaire. C'est un volet social. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont toujours travaillé à faire en sorte qu'on mange 3 fois par jour. En fait, l'agriculture devrait être en haut de toutes nos préoccupations parce que passer 24 heures sans manger, M. Debailleux, de quoi aurez-vous l'air dans 24 heures? Vous serez faible, vous serez un peu confus, je serais là pareil, OK? Vous seriez peut-être de mauvaise humeur même. Donc, l'alimentation, l'agriculture, ça devrait être la base de toute notre façon d'organiser notre société. Parce que c'est ça qui fait qu'on est une société capable d'avoir de l'énergie, d'être créative, d'être en santé, etc. Et toutes nos dépenses qui suivent en dessous sont en relation avec la qualité de l'agriculture qu'on produit. Alors, je ne voudrais pas m'étendre trop, mais je vois ça comme ça, là. Et quand on s'interroge sur les défis que l'on identifie aujourd'hui autour de l'agriculture, est-ce que vous pensez que les changements climatiques apporte une nouvelle dimension, notamment à la nécessité de protéger ce territoire agricole pour l'avenir? Oui, moi je pense que les changements climatiques actuellement, c'est notre sonnette d'alarme qui est déjà en train de sonner. On est dans les changements climatiques, c'est pas ça s'en vient, là. Nous sommes dans les changements climatiques et nous sommes au début de cette transformation-là planétaire. Qui va avoir une influence sur toutes les sphères de la vie, y compris l'aménagement du territoire, y compris l'agriculture. Et je pense que le plus grand défi, c'est de préparer notre milieu agricole à cette réalité-là. Et pas juste en regardant de la façon économique, mais c'est tout justement l'agriculture dans son outil. C'est quoi son outil de travail? L'agriculture, c'est la nature. C'est qui? Ces gens qui vont collaborer à son outil de travail, c'est les gens qui travaillent, l'agriculture, c'est la société. Et vous pensez qu'on ne le fait pas assez? On ne vraiment fait pas assez. Il faut vraiment faire plus. Vraiment, vraiment faire plus. Je pense que les changements climatiques sont au cœur des transformations qu'il faut amener. Il faut tout moderniser. Il y a 40 ans, le Québec s'est modernisé avec l'arrivée du Parti québécois. On a établi une vision de notre développement de société
qui était une vision qui nous mettait même à l'époque avant-gardiste par rapport à l'Amérique du Nord. Là, aujourd'hui, on regarde 40 ans plus tard, on a procrastiné sur des mises à niveau. Et en agriculture, on a trop axé sur l'exportation. Si vous regardez le sommet de l'agriculture 1998 avec M. Bouchard, on voulait doubler les exportations porcines. On n'avait jamais pris en compte tous les problèmes de conflits sociaux que ça allait amener dans nos campagnes. Et on a continué à vouloir être en avant de la marche de la mondialisation, alors qu'on n'a pas adapté finalement cette mondialisation-là à notre réalité à nous. Et aujourd'hui, les changements climatiques nous disent, là maintenant, là, il faut prendre ça en compte. Il faut absolument, la nature, elle nous donne des signes, elle agit déjà par la sécheresse, par des trompes d'eau, par plus de grands vents, par plus de grêle, ça va avoir des impacts. Comment on travaille avec ça? Il faut arrêter de penser que je vais perdre du territoire si je garde des bandes riveraines, je vais perdre de l'argent, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Non, qu'est-ce qu'on gagne à protéger la nature? C'est toute une façon qu'il faut changer au niveau de l'approche de notre relation avec la nature, qui est le principal outil de l'agriculture. Et puisque vous évoquiez l'argent, si on pense à la position des municipalités, on savait qu'à certains moments, elles considéraient le territoire agricole comme un espace qu'elles pourraient valoriser à des fins d'urbanisation, et notamment pour augmenter leurs recettes venant des taxes foncières. Est-ce que la façon dont la taxation est faite dans les municipalités et sur les terres agricoles est aussi une dimension du problème selon vous? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, pour différentes raisons. C'est que la taxation continue à être la principale source de revenus. Et sur ça, moi, j'ai hâte que le gouvernement amène des changements. Ça fait des années qu'on en parle, hein, puis ça bouge pas, hein, ça bouge pas sur ça. Et c'est urgent que ça bouge. Parce que si je vous parle de ce que je connais, principalement, je vis en périphérie, moi, d'une grande ville comme Montréal, et je regarde de quelle façon la taxation est en train de stopper la relève agricole parce que, d'une certaine façon, les agriculteurs veulent avoir toujours du remboursement. Puis, n'importe qui, je ne devrais peut-être pas dire ça comme ça, toute personne qui a fait la promesse de développer pour 5 000 $ de revenus en agriculture peut obtenir sa carte de productrice ou producteur agricole et automatiquement s'accaparer une partie des retours de taxation à ce niveau-là. Et ça amène toutes sortes de joueurs qui ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement positifs pour l'agriculture. Puis je pense que la taxation des municipalités fait en sorte que dans des territoires, je vais vous parler par exemple, moi ce qui m'inquiète beaucoup actuellement, c'est que malgré la loi de protection du territoire agricole, les municipalités sont décomplexées en périphérie de Montréal, malgré le fait qu'on a un cadre métropolitain d'aménagement du territoire. Certaines municipalités, là, je vous parle là, de Lorraine, Boisbriand sur la Rive-Nord, Varennes. Alors, c'est des municipalités, Boisbriand était peut-être le meilleur exemple. Il y a à Boisbriand à peu près 5-6 terres qui sont zonées vertes depuis 1940. Tout autour a été développé, ultra développé en urbanisation. Boisbriand veut récupérer ces terres-là pour y amener 5 500 unités de logement, alors qu'on sait très bien que déjà, tout l'aménagement routier ne peut pas supporter ça. Mais là, puis, il maquille tout ça avec l'aménagement forestier, un petit peu d'agriculture urbaine, blablabla, pour que ça paraisse bien. Mais l'idée, c'est que s'ils avaient dans ma vision à moi, ce territoire-là, c'est un trésor pour faire face au changement climatique qui s'en vient dans 20 ans, dans 25 ans, dans une génération. Puis, parce qu'à un moment donné, ça va devenir important d'avoir du territoire où on va pouvoir être autosuffisant quelque part, tout du moins le maximum, pour pouvoir amener les gens et être capable de développer une agriculture de proximité pour nourrir son monde. Parce que les changements climatiques vont amener des perturbations importantes qui vont faire en sorte qu'on ne sait plus comment est-ce qu'on va être capable de nourrir le monde. Alors moi, je pense qu'il faut avoir de la vision à ce niveau-là. Quand je vous parlais des Varennes, Lorraine, ils ont actuellement, Lorraine, un terrain de golf
qui pourrait conserver, encore une fois, à l'agriculture urbaine. Varennes, un parc. Tout ça, c'est pour amener encore plus d'urbanisation, alors que ça devrait plus que jamais être sacré. On garde la nature sur ces territoires-là parce qu'on voit que tous les défis qui nous attendent, c'est ça. Mais la taxation municipale fait en sorte qu'on en veut toujours plus. Mais il y a un message qui doit venir d'en haut, puis une vision qui doit venir d'en haut. Puis moi, je pense que c'est là qu'il faut aller. Ben voilà des perspectives intéressantes et là-dessus, je vous remercie beaucoup, Madame Proulx. Ça fait plaisir.